Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette synthèse vidéo de l'actu IT Télécom du 23 novembre 2015. Et je suis en compagnie, comme chaque semaine, avec Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, après les événements tragiques qui ont frappé Paris il y a maintenant un petit peu plus d'une semaine, les Anonymous français ont réagi avec leurs propres moyens. Alors effectivement, juste après ces événements, comme vous le disiez, tragiques et épouvantables du vendredi 13, donc le mouvement des Anonymes a publié un certain nombre de vidéos sur YouTube. En gros, c'est une déclaration de guerre à Daesh, sachant qu'il y avait eu déjà une première offensive après les événements de Charlie. Et donc, en gros, le message est clair, c'est on vous poursuivra partout et sur tout le cyberespace et on détruira toutes vos activités. Et en fait, il y a les Anonymes, bien sûr, mais il y a tout le reste, hein, il n'y a pas que. Et donc tout ça nous rappelait que finalement cette guerre, puisque c'est le mot qu'on a employé un peu partout, cette guerre, elle se situe également dans le cyberespace et avec les moyens qu'on connaît, sachant qu'il y a vraiment deux dimensions. Il y a la dimension du hacking, donc essayer d'infiltrer, de détruire, d'attaquer des sites, et puis il y a la dimension d'utilisation des moyens, des canaux qu'on connaît pour faire de la propagande. Et donc là, ça nous rappelle, on le savait, mais que Daesh finalement est maître dans ce domaine, donc utilise tous les canaux qu'on connaît, donc Twitter, toutes les Facebook, YouTube, toutes les messageries qu'on peut connaître et celles même qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a eu un rapport qui a été publié par le Brookings Institute qui faisait un peu le recensement uniquement sur Twitter et qui date déjà de quelques mois et qui chiffrait à plus de 45 000 le nombre de comptes Twitter. Pas des comptes Twitter officiels Daesh, mais affiliés à Daesh, et qui, en fait, c'est ce qu'ils ont recensé, et donc plus ceux qui n'ont pas encore recensé, donc qui portaient à 70 000. Vendredi dernier, l'agence Reuters parlait de Telegram, donc la messagerie mobile, et annonçait qu'eux également, ils avaient supprimé un certain nombre de comptes. Mais bon, le problème, évidemment, c'est que c'est une guerre sans fin, c'est-à-dire qu'on en supprime un, ils en créent 10, donc c'est un mouvement qui n'arrête pas, mais enfin, il faut y aller. Et donc, en fait, ça fait suite, il y a quelques semaines, on en avait parlé, le premier colloque cyberdéfense, et donc, finalement, ça prend bien la mesure du phénomène que cette guerre se joue sur plusieurs terrains, dont le terrain du cyberespace sur lequel il faut absolument se mobiliser, qui peut paraître un peu anecdotique, mais si on prend le cas par exemple de la prise de Mossoul par Daesh il y a quelques mois, enfin en 2014, en fait le mouvement Daesh avait lancé une grande offensive de propagande et de terrorisme avant d'aller sur le terrain, de telle sorte que quand ils sont arrivés, les gens ils avaient vu toutes les atrocités qu'ils étaient capables de faire, et donc ça avait contribué à faire en sorte que les gens n'opposent quasiment aucune résistance. Donc l'utilisation de ces moyens pour faire de la propagande, recrutement, terreur, donc il faut vraiment qu'on aille sur ce terrain-là qui n'est absolument pas anecdotique. Alors, sans transition, comme on a l'habitude de le dire, on change complètement de sujet, on parle des supercalculateurs avec la montée en puissance d'un acteur émergent, en l'occurrence la Chine. Absolument, donc on l'avait déjà observé. Donc ça, c'est en fait la publication du Top 500 qui, 2 fois par an, publie la liste des 500 supercalculateurs les plus puissants de la planète. Alors on pourrait se dire, 2 fois par an, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en fait, on voit bien que, ça augmente très vite, il y a une espèce de loi de Moore au niveau des supercalculateurs, c'est de l'ordre de la puissance augmente de l'ordre de 50% par an, et à chaque publication, donc tous les 6 mois, finalement, les positions ont changé. Et donc là, cette dernière livraison, qui date de la semaine dernière, montrait que la Chine avait franchi
franchi un nouveau pas avec plus de 100 supercalculateurs dans les 500. Et non des moindres, puisqu'elle a le premier d'entre eux, qui est alors en chinois, je ne le dirai pas, mais en français, il s'appelle la Voie lactée. Et donc, il est crédité de 33 pétaflops. Ce qui est considérable, on remettra ça en perspective juste tout de suite. Donc la Chine est devenue un acteur non seulement en termes d'utilisation de ces supercalculateurs, mais produit également désormais alors il y a Lenovo qu'on connaît, qui a récupéré une partie de l'activité d'IBM, avec à la fois des systèmes Intel et des systèmes Power, mais surtout des systèmes Intel. Et puis il y a un autre acteur qui s'appelle Sugon, qui en fait est un nom assez peu connu, mais qui, bon, c'est une société qui a été créée il y a une trentaine d'années et qui a réussi à positionner une cinquantaine de systèmes dans les 500. Donc c'est quand même très significatif. Sachant qu'on a bien compris l'importance de la puissance de ces supercalculateurs dans toutes les activités de recherche, les activités économiques et tout. Donc maintenant, c'est un enjeu crucial. Les États-Unis, dans le même temps, eux, ont connu une chute assez considérable, puisqu'ils ont, alors, ils ont encore une certaine avance, mais là, ils ont 200 systèmes, alors qu'ils étaient à plus de 300 il y a une dizaine d'années. Et puis, alors, l'Europe, c'est pas fameux. L'Allemagne s'en sort pas trop mal. L'Angleterre, qui était à un certain moment plutôt bien placée, elle aussi a connu une chute. Et la France, 18 systèmes dans les 500. Donc c'est un des plus bas niveaux qu'on ait connu depuis 22 ans que cette publication existe. Alors maintenant, pour resituer en perspective, 33 pétaflops, ça veut dire quoi? Eh bien, si on se reporte au premier classement qui a été fait en 93, donc il y a 22 ans, la machine, enfin le supercalculateur de la compagnie Thinking Machine, donc c'était une machine parallélisée, faisait 60 gigaflops. Alors je ne vous demanderai pas de me rappeler le rapport qu'il y a entre le pétaflops et le gigaflops, mais il y a un rapport de 1 million. Ce qui veut dire qu'en gros, entre la machine la plus puissante il y a 22 ans et celle qui est numéro 1 aujourd'hui, il y a un rapport de 10 puissance 6, bon là un peu moins puisque c'est pas tout à fait, mais en gros c'est ce rapport de l'ordre de grandeur de 1 million, donc on voit que l'évolution est quand même extrêmement rapide. Très bien. Alors, on revient sur un sujet pour lequel on a beaucoup d'actualités, qui est la redistribution des cartes sur le marché IT, avec effectivement pas mal de fusions-acquisitions, et une industrie en recomposition en fait. Absolument, donc ça c'est le mouvement vers le cloud. Donc le cloud donne souvent l'impression que c'est une informatique qui est un peu nulle part, on va brancher ses fils dans les nuages et puis on va avoir de l'informatique, mais en fait non, c'est des data centers, c'est des serveurs, c'est des systèmes de stockage, donc c'est vraiment du dur. Et donc là, ça demande des investissements considérables. Et donc le cabinet Synergy Group a fait un petit recensement des mouvements, des rachats. Donc là, ce n'est pas les investissements en développement de data center, mais c'est les rachats, acquisitions qui sont opérées depuis 2010. Donc ils en ont recensé 18 depuis 2010 pour un montant de 25 milliards de dollars. Et quand on regarde en gros tous les acteurs qu'il y a dedans, finalement on aperçoit que, les firmes américaines sont très actives, très dynamiques, 10 sociétés qui en ont racheté d'autres sur 18, donc c'est beaucoup. Et on ne peut que constater l'absence des acteurs européens, puisque le seul qui est présent, alors évidemment il y en a d'autres qui investissent sur leur propre force, mais je dirais que ces mouvements d'acquisition montrent le dynamisme des entreprises, et la seule qui s'est manifestée ces dernières années, c'est Interroute. Donc on voit bien que là, il faudrait que l'Europe se mobilise, sachant que dans ces acquisitions, donc il y a IBM qui est positionné, puisqu'il a racheté Softlayer, qui lui a permis de devenir un acteur très important. Il n'est pas inclus les trois autres qu'on connaît, donc il y a Amazon qui s'est constitué avec ses propres forces, Google et Microsoft. Trois autres acteurs américains qui surdominent encore ce classement. Donc on voit bien que dans ce domaine, il serait quand même temps que l'Europe réagisse pour avoir ses propres forces. Alors ça c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, on parle d'IBM, et malheureusement pas forcément pour de bonnes raisons, puisque
un plan social qui se dessine. Oui, alors c'est une information qui a été publiée par un magazine allemand qui laissait entendre, donc vendredi dernier, on aura la confirmation cette semaine, qui laissait entendre qu'il y avait une suppression de 3000 emplois prévus chez IBM Allemagne. C'est à peu près près de 15% de l'effectif de la firme allemande, donc c'est quand même important. Donc c'est évidemment, c'est principalement dans les activités de consulting et d'outsourcing, puisque on a bien vu, hein, IBM 14 trimestres de baisse de l'activité. Donc c'est ces activités-là qui sont principalement touchées. Donc on va en voir si on a la confirmation cette semaine, mais en gros c'est encore un mouvement important. Alors si on replace ça dans le contexte, IBM ne donne plus que le chiffre global du nombre de salariés, ne donne plus en fonction des zones géographiques depuis plusieurs années. Mais en gros, donc fin 2014, IBM était à 370 000, quelque chose comme ça, moins 50 000 par rapport à un an plus tôt. Donc ça, c'était il y a déjà presque un an, et depuis, il y a eu également quelques vagues de suppression d'emplois. Donc on voit bien que cette diminution d'activité se traduit par une diminution d'emplois, et donc on ne sait pas quand est-ce que tout ça va s'arrêter, mais c'est quand même assez préoccupant. Et pour conclure, votre traditionnel coup de gueule, et là vous fêtez un bon anniversaire à Windows, si j'ai bien compris. Oui, alors effectivement, c'est pas un coup de gueule, puisqu'on ne peut pas dire, mais enfin bon, il peut y avoir un peu de ça. Donc Windows a 30 ans, donc c'est quand même on fête tout le temps les anniversaires, mais celui-là est assez important. Donc ça nous remonte à 1985, sachant qu'en fait, si on se souvient bien, de 1985 à 1990, Windows n'existait quasiment pas, personne l'utilisait puisqu'il ne servait pas à faire grand-chose et il y avait très peu d'applications dessus. Donc c'est vraiment avec Windows 3 que ça a démarré en 90. Et donc finalement, alors évidemment, pourquoi coup de gueule? Ne serait-ce que très récemment avec Windows 10, quand vous avez installé Windows 10 sur votre poste de travail, 3 jours plus tard vous avez erreur fatale et qu'il faut bidouiller le système pour que ça fonctionne, effectivement là ça a de quoi vous énerver. Mais le pari de Microsoft d'installer un PC avec un OS qui préférait être Windows sur chaque bureau, c'est réalisé, sauf que finalement depuis l'enjeu n'est plus celui-là, l'enjeu c'est d'avoir un équivalent PC, on va dire, dans sa poche, donc c'est un mobile, et donc cette guerre-là, c'est pas le mot qu'il faut employer, cet enjeu-là, finalement, ce pari, Microsoft l'a perdu, puisque les derniers chiffres du Gartner ont montré que la part de Windows mobile est quasiment, c'est moins de 2%, je crois, dans les derniers chiffres. Donc vraisemblablement, Windows n'arrivera pas à s'imposer dans le domaine du mobile, là où elle s'était imposée sur le bureau. Bon, mais enfin, il fallait quand même le signaler, Windows a 30 ans, et ça nous rappelle un certain nombre de souvenirs. Et en plus, je pense que contrairement au mobile, où le lien entre l'OS et l'utilisateur est très faible, puisque finalement on l'achète, il est dedans, on le met à jour de temps en temps, mais on n'a pas de lien très particulier avec. On se souvient que des premières versions Windows, on achetait les disquettes, on les installait, alors même si on ne faisait pas grand-chose, on appuyait sur des boutons, etc., mais on avait l'impression d'avoir un lien plus proche avec le système d'exploitation, qui n'est pas ce lien qu'on a dans le domaine du mobile. Voilà. Et bien on conclura là-dessus. Merci Guy, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant ces quelques minutes, et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition de cette synthèse vidéo de l'actu IT et Télécom. Merci.